Bonjour, on reprend le cours Rapports sociaux et inégalités. C'est donc le dernier cours et on va terminer la partie 5 que l'on a entamée déjà à la dernière séance, Rapports sociaux interethniques et inégalités. Et l'on va également traiter de l'analyse intersectionnelle. Donc ce sera un apport court, de la même façon qu'en présentiel. Je n'ai pas eu le temps de développer beaucoup cette dernière partie. Alors, je reprends le fil du propos. Et avant de vous montrer des données quantitatives, déjà poser les définitions de ce que sont un étranger d'une part, un immigré d'autre part. Alors, sur le premier terme est défini comme étranger dans les statistiques publiques toutes les personnes qui résident en France et qui n'ont pas la nationalité française. Alors, à votre avis, combien y a-t-il d'étrangers, de proportion d'étrangers qui résident en France? Alors, je vous donne la réponse. C'est 6,2% de la population qui est constituée par des étrangers. Un immigré, c'est une personne étrangère, c'est une personne née à l'étranger et qui est née étrangère à l'étranger, donc voilà, pas de parents français, et qui réside en France. Mais elle a pu acquérir la nationalité française, donc on peut être immigré sans être étranger, puisque en ayant acquis la nationalité française, et on peut être étranger sans être immigré, à savoir quelqu'un qui serait né en France et qui n'aurait pas acquis la nationalité française. Donc ces deux ensembles qui se superposent pour partie. Une partie sont à la fois étrangers et immigrés, mais qui ne se superposent pas complètement. Une partie des étrangers ne sont pas immigrés et une partie des immigrés ne sont pas étrangers. C'est deux réalités distinctes. Quelle proportion de population immigrée y a-t-il en France, à votre avis? Je vais vous donner la réponse. 8,9% de la population résidant en France est immigrée. Donc, a priori, moins que les évaluations que vous avez pu faire, parce qu'il y a souvent une surestimation de ces populations étrangères et immigrées à travers les médias en particulier. On a un sentiment de présence plus importante que celle qu'elle est dans les données. Alors justement, on en vient aux données. Donc voici un tableau qui s'appuie sur les données de l'INSEE 2012. Et donc, sur une population qui était en 2012 de 65,2 millions de personnes résidant en France, aujourd'hui on est plus près de 67 millions. Il y a 61,2 millions de personnes qui ont la nationalité française et il y a 4 millions de personnes qui n'ont pas la nationalité française et donc sont étrangères. Donc on parle bien des résidents, des personnes qui habitent sur le territoire français. Parmi ces personnes qui ont la nationalité française, il y en a 58,9 millions qui sont français de naissance ou français par acquisition nés en France. Et puis il y en a 2,3 qui sont français par acquisition nés hors de France. Du côté des 4 millions d'étrangers, il y en a 3,4 qui sont des étrangers nés hors de France et 0,6 étrangers nés en France. Donc ceux-là ont vraisemblablement refusé la nationalité française ou alors n'ont pas séjourné après leur naissance en France. Pour ce qui concerne la population immigrée, elle
agglomère la population de ceux qui sont venus d'un autre pays sans être français, mais qui ont acquis la nationalité française, donc 2,3 millions, et les étrangers qui sont venus d'un autre pays sans être français et qui n'ont pas acquis la nationalité française. Et donc 2,3 millions plus 3,4, ça fait 5,7 millions d'immigrés. Alors un autre tableau pour préciser de quel pays viennent ces migrants. Et là encore, ce sont des données de l'INSEE, mais cette fois de 2013. Alors, il est plus facile de raisonner sur les pourcentages, donc on va prendre la première colonne, la part en pourcent, et donc vous pouvez constater que ce sont 36,5% des immigrés qui viennent d'Europe. Vous avez un détail à la suite, et vous voyez que le Portugal est le pays duquel on a le plus de personnes. 43,5% viennent du continent africain, avec une forte population venant d'Algérie, du Maroc, et puis des autres pays, donc Afrique noire. Asie, 14,5% de la population immigrée, avec en particulier la Turquie, de façon moindre, Cambodge, Laos, Vietnam, et puis 5,6% de populations qui ont migré d'Amérique et d'Océanie. Donc vous voyez, quand on parle d'immigrés, on pense souvent aux pays africains en particulier. Voilà, il y a aussi une forte proportion de migrants venant de pays d'Europe. Donc il ne faut pas les oublier, même si le projecteur ne porte pas sur eux bien souvent quand on parle d'immigration, mais c'est des choses qui sont importantes à avoir à l'esprit. Alors, on a vu cette notion de différenciation qui opère à la fois dans les interactions, dans les relations, dans les rapports sociaux, et donc aussi dans les catégorisations publiques, on vient de le voir. Simultanément à la différenciation, opère une hiérarchisation. Autrement dit, il y a un accès inégal aux ressources économiques, politiques, symboliques, en lien avec le pays d'origine. En particulier, on voit un écart important entre ceux qui viennent de pays européens et ceux qui viennent de pays non européens. Et puis également des différences, des inégalités entre les statuts, entre des personnes qui sont demandeurs d'asile, des personnes qui ont obtenu le statut de réfugié, des personnes qui sont immigrés légaux, avec donc une carte de résidence ou une carte de séjour, et puis des immigrés qui n'ont pas d'autorisation. Et donc ces différents statuts et ces différents pays d'origine définissent des possibilités d'accès à l'emploi, d'accès à la protection sociale qui ne sont pas les mêmes. Il y a des réglementations en particulier qui diffèrent selon que l'on est européen ou pas, que l'on est immigré, demandeur d'asile, etc. Donc ça, évidemment, cet accès à l'emploi, il va conditionner l'accès aux ressources économiques et il est du coup très lourd dans la situation ordinaire des personnes étrangères ou migrantes. C'est également l'accès à la protection sociale qui va être là aussi réglementé par rapport à ces critères. Concernant l'accès au pouvoir, les modalités d'accès à la participation politique
sont très limitées sans la nationalité française. Les personnes qui sont d'un pays européen vont pouvoir s'inscrire sur les listes électorales pour participer aux élections municipales et également aux élections européennes, mais c'est tout. Quant aux personnes qui ne sont pas d'un pays européen, mais d'un autre pays extra-européen, eh bien, elles ne peuvent participer à aucune élection en France sans avoir la nationalité française. Donc, on voit bien que l'accès aux ressources, l'accès au pouvoir est fortement marqué par la différenciation, hiérarchisation entre des individus. On ne voit pas très bien pourquoi un Allemand vivant en France pourrait voter aux élections municipales et pourquoi un Algérien vivant en France ne peut pas le faire. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la hiérarchisation et qui, voilà, assez explicitement donne un accès à la vie politique très différencié. Pour le dire d'une façon plus globale, on peut faire le constat qu'il existe une valorisation sociale différenciée selon le pays d'origine. Il vaut mieux en France être issu des États-Unis ou du Japon, ou voilà, d'un pays développé, et au contraire, il est davantage dévalorisé socialement d'être issu de pays peu développés. Cette hiérarchisation, elle diffère d'un pays à un autre, en lien avec son histoire, notamment s'il y a eu des phénomènes d'esclavage, de colonisation. C'est aussi la composition de la population qui fait que cette hiérarchisation s'opère d'une façon spécifique à chaque contexte, mais très clairement, on a une hiérarchisation, une valorisation différenciée des populations étrangères. Alors, si on s'intéresse de façon plus précise aux inégalités, on va avoir plusieurs travaux qui portent sur la France. Et voilà, on va zoomer sur quelques-uns d'entre eux. Alors, une enquête a été réalisée en 2008. Elle s'intitule Trajectoire et origine et elle porte donc sur la diversité des populations en France. L'acronyme est THEO. Et donc, je vous renvoie à l'ouvrage qui en est issu, qui a été publié l'an passé sous le titre Trajectoires et origines, enquête sur la diversité des populations en France. Et dans cette recherche, ils ont mis en évidence des discriminations, autrement dit des inégalités d'accès, que ce soit sur le marché du travail, à l'école, dans l'accès au logement. Donc tout cela est montré à travers cette grosse enquête qui a porté sur 22 000 enquêtés. Donc voilà, là on a des éléments quand même solides pour étayer l'existence de ces discriminations. Alors juste un des résultats, je ne vais évidemment pas vous les présenter tous. Donc concernant l'accès à l'emploi, là sur les 18-50 ans, donc de cette large population enquêtée, ils ont regardé ceux qui étaient en recherche d'emploi dans les 5 années précédant l'enquête. Et les constats sont les suivants. 11% d'entre eux déclarent un refus injuste. Parmi les personnes immigrées ou issues de l'immigration, il y en a 20% qui déclarent un refus d'emploi injuste. Et parmi les personnes venues du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, ils sont 30%
a déclaré un refus injuste. Autrement dit, il y a les inégalités d'accès à l'emploi qui sont très marquées, en particulier vis-à-vis de certaines origines. Vous retrouvez cela alors dans l'ouvrage qu'on a cité, mais vous en trouvez aussi une première version dans un document intitulé Trajectoire et origine, premier résultat, paru en 2010 et que vous trouvez sur Internet. Donc voilà, ça vous donne déjà un premier apport de ce qu'a produit cette grosse recherche. Alors ces questions d'inégalité dans le travail ont été traitées également par l'INSEE. Et là, je vous ai mis un tableau qui montre le taux de chômage selon la nationalité en 2015. Donc les colonnes vertes sont les hommes, les colonnes oranges sont les femmes. Et donc pour les personnes de nationalité française, le taux de chômage est un peu en dessous de 10%, alors que pour les étrangers issus d'un pays hors Union européenne, le taux de chômage est pour les hommes supérieur à 25% et pour les femmes autour de 24%. Autrement dit, il y a un écart très lourd entre les personnes de nationalité française et les personnes extra-européennes. Les étrangers issus de pays alors non, pardon, on n'a pas les étrangers européens uniquement, mais on a l'ensemble des étrangers, et donc là, les écarts sont encore forts, mais les étrangers européens ayant un accès un peu plus aisé à l'emploi que les extra-européens, les taux sont moins éloignés de ceux des Français, même s'ils restent encore très élevés, puisque l'ensemble des étrangers connaissent un taux de chômage supérieur à 20% pour les hommes et autour de 19% pour les femmes. Donc bien au-dessus des écarts de plus de 10 points avec les personnes de nationalité française. De façon plus large, pour ce qui concerne l'accès aux ressources économiques, donc on vient de le voir, le taux de chômage est plus élevé pour les étrangers et aussi de la même façon pour les immigrés. Le constat fait par les recherches est que ces personnes vont également toucher des salaires qui sont moindres. Elles vont connaître une plus grande précarité professionnelle et également une plus faible mobilité. Autrement dit, les carrières ne se déroulent pas de la même façon et généralement elles vont rester dans la même position que celle dans laquelle elles entrent dans le marché de l'emploi. Donc là, je vous ai mis 3 références si vous voulez creuser cet aspect des choses. D'autres travaux vont regarder ce qu'il en est pour les enfants d'immigrés. Donc c'est 2 populations différentes, il ne faut pas confondre la population immigrée et la population enfants d'immigrés, puisque les enfants d'immigrés n'ont immigré de nulle part, pour la plupart d'entre eux. Ils sont nés en France, donc on ne peut pas les étiqueter d'immigrés. Pour autant, les travaux montrent que ces jeunes qui sont nés en France de parents immigrés connaissent un surchômage comparé aux enfants de parents français. Et précisément, alors c'est variable évidemment selon le pays d'origine de leurs parents, mais pour les enfants d'immigrés africains, l'écart entre le taux de chômage qui les concerne et le taux de chômage des enfants de Français, il est de 21 points.
Autrement dit, un écart très fort hein, entre ces deux populations qui montre bien là aussi une, une inégalité d'accès à l'emploi. On a un certain nombre de travaux hein, qui traitent de ces questions, mais qui bien souvent restent assez descriptifs, hein, avec voilà, des données quantitatives, hein, étayées, mais on a peu d'explications hein, sur la production de ces inégalités, en tout cas en France. Et donc c'est plutôt vers des travaux états-uniens hein, que l'on va trouver des, des analyses hein, de la production de de ces inégalités. Alors, précisément, hein, ce qui est pointé dans cette littérature états-unienne, ce sont l'existence de mécanismes externes et internes qui vont en quelque sorte euh, se cumuler hein, pour produire ces inégalités. Parmi les mécanismes externes, ce qui est pointé, c'est les différences de capitaux scolaires et culturels hein, entre cette population autochtone et la population immigrée. Les différences de capitaux sociaux. Hein, le réseau de relations est important dans l'accès à l'emploi et pour le coup, hein, les personnes immigrées ont souvent un, un réseau social hein, qui est beaucoup moins étendu et aussi moins efficient pour accéder à l'emploi. Et puis un autre aspect qui a été pointé dans la littérature états-unienne, c'est l'écart entre le lieu de résidence et les lieux d'emploi. Et là, ça a été pointé comme une des difficultés d'accès à l'emploi pour les personnes immigrées, hein, qui bien souvent habitent loin ou sans transport en commun aisé des bassins d'emploi, et ce qui constitue un obstacle réel hein, pour pouvoir obtenir hein, ces emplois. Et puis dans les mécanismes internes, la littérature états-unienne a pointé les transformations structurelles du marché de l'emploi. Donc on a effectivement dans les pays à économie avancée hein, des marchés de l'emploi qui recherchent une main-d'œuvre qualifiée. Et donc, clairement, hein, les populations qui arrivent sans formation, sans qualification, eh bien, se retrouvent en difficulté hein, pour s'insérer. Ce sont aussi des, des phénomènes de concentration dans certains métiers, dans certains secteurs, dans certaines entreprises. Hein, et ça, on le voit aussi aisément dans, sur le marché de l'emploi en France. Hein, voilà, pensez au secteur du bâtiment, hein, pensez au secteur de l'hôtellerie, restauration, hein, pour les métiers les moins qualifiés. Euh, pensez, là on est en Bretagne, hein, pensez aux abattoirs qui en Bretagne emploie beaucoup une main-d'œuvre immigrée. Euh, donc là, c'est à la fois la, c'est la convergence entre les décisions hein, de recrutement des employeurs, mais aussi hein, les actions, hein, les candidatures des personnes en recherche d'emploi. Et clairement, hein, sur certains secteurs, la population autochtone considère que les conditions de travail, les conditions de rémunération ne sont pas satisfaisantes hein, et ne vont pas y prétendre. Donc du coup, cela crée des concentrations hein, sur certains voilà, secteurs, segments de l'emploi. Et puis, hein, en particulier sur des emplois plus qualifiés, hein, il a été mis en évidence hein, des discriminations à l'embauche hein, au profit des autochtones et au détriment des personnes
immigrés. Donc ces phénomènes-là qui ont été constatés aux États-Unis hein, sont certainement hein, pour partie à l'œuvre également hein, dans le contexte français. J'en viens à une autre inégalité, hein, on ne pourra pas les examiner toutes, hein, mais l'égalité entre les, les origines hein, des candidats. Alors, bien sûr, hein, il y a des contraintes économiques qui pèsent, hein, et on voit bien comment des personnes immigrées qui ont de plus grandes difficultés d'accéder à l'emploi hein, vont aussi, du coup, avoir une moindre capacité de choix de leur logement. Ils sont beaucoup plus souvent contraints hein, de recourir au logement social. Donc cette contrainte économique, elle pèse bien sûr, hein, mais ce sont aussi souvent les goûts hein, des individus qui sont invoqués. Voilà, on a envie d'habiter dans tel ou tel type d'environnement, à la fois physique et social. Pour autant, hein, il faut garder à l'esprit que ces goûts sont socialement constitués hein, et il est clair que les goûts en matière de logement hein, des populations ne sont pas les mêmes hein, selon leur appartenance sociale, selon leur origine hein, nationale. Et tout cela participe aussi hein, de cette installation hein, très différenciée des populations dans le parc de logement. On a eu des travaux qui ont pointé les discriminations réalisées par les propriétaires et par les agences en matière de location. Je vous en cite un seul, hein, mais il y en a eu plusieurs. Une enquête par testing hein, réalisée par la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité hein, en 2006. Et ce qu'ils ont constaté à cette période, c'est que les candidats dont le nom suggérait une origine française obtenaient 2 fois plus de visites de logement que les autres. Et après cette visite, ils ont 4 fois plus de chances d'obtenir le logement que les candidats d'origine maghrébine ou africaine. Donc voilà, une forte discrimination là, hein, de la part des propriétaires et des agences. Ce qui aboutit hein, à une ségrégation spatiale, hein, autrement dit, voilà, des concentrations hein, de population sur le territoire, avec en particulier une ségrégation spatiale forte pour les immigrés non européens. Elle existe aussi pour les immigrés européens, mais elle est moindre. Alors il existe un indice de ségrégation hein, qui permet d'objectiver hein, cette réalité. Cet indice de ségrégation pour les immigrés non européens, il est de 40 à 50%, ce qui signifie hein, que pour obtenir une distribution homogène, il faudrait que 40 à 50% de ces personnes immigrées de pays non européens devraient déménager. Alors distribution homogène ne signifie pas distribution représentative hein, de la population, mais simplement hein, avoir des parts égales hein, des différentes populations autochtones et immigrées. Ce phénomène de ségrégation socio-spatiale, il est, il est un des... Alors, il est issu hein, des inégalités d'accès au logement, mais il participe, hein, c'est un rouage très fort de la perpétuation des autres inégalités. Hein. Voilà, là, on a des travaux hein, qui permettent de l'affirmer, mais votre lieu de résidence, il va peser au moment de la recherche d'emploi, il va peser au moment de la scolarisation des enfants, hein, par le fait des établissements auxquels ils vont avoir accès. Il va peser dans le réseau social qui va se constituer
Et on pourrait comme ça poursuivre, hein. Et du coup, hein, cette ségrégation socio-spatiale, elle est vraiment centrale dans la perpétuation des inégalités, par le fait, hein, qu'elle agit sur quasiment tous les aspects, hein, de la vie quotidienne des individus. Et donc, ça va soit euh, amplifier, hein, les difficultés de certains quand ils sont dans des quartiers avec d'autres populations en difficulté, ou au contraire, hein, alléger, diminuer, hein, les difficultés, qu'elles soient économiques, culturelles, sociales, hein, d'autres lorsqu'ils résident, hein, dans un quartier où les autres résidents n'ont pas, hein, ces difficultés. Donc là, on a vraiment un rouage important, hein, de la perpétuation des inégalités entre groupes ethniques ou ethnicisés. Donc on peut dire, hein, que les inégalités interethniques traversent toutes les sphères sociales, hein. On l'a vu pour l'emploi, on l'a vu pour le logement, mais on le verra au second semestre également pour l'éducation, hein, dans le cours sociologie de l'école et de l'éducation. C'est le cas également pour la santé, pour l'accès à la politique. Bon, c'est euh, transversal, hein, à la société. C'est lié, hein, pour une grande part au fonctionnement institutionnel, voilà, le fonctionnement du marché du travail, hein, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, le fonctionnement du marché du logement, hein, en ce qui concerne l'accès à des appartements. C'est lié au fonctionnement du système éducatif, à celui du système de soins, à celui de la sphère politique, hein. Donc, en ce sens, hein, des auteurs américains ont parlé de discrimination institutionnelle. Hein, ce n'est pas seulement les acteurs individuels, hein, qui peuvent euh, agir en discriminant, mais il y a aussi des institutions, hein, qui fonctionnent en produisant de la discrimination institutionnelle et parfois à l'insu, hein, de ces acteurs individuels et parfois même à leur encontre, hein, c'est-à-dire des professionnels, par exemple, hein, qui ne souhaitent pas euh, participer à cette discrimination, mais qui pour autant ne peuvent pas, hein, enrayer ce fonctionnement institutionnel. Cette notion de discrimination institutionnelle, elle a été reprise également en France, hein, pour pointer, hein, des phénomènes observés dans certaines de nos administrations en particulier. Alors j'en viens à, une, à une conclusion, hein, relative à ces inégalités interethniques. Déjà, pointer le caractère systémique, hein, de ces inégalités interethniques. Elles sont bien produites dans les rapports sociaux, hein, dans les relations, dans les interactions, et elles vont interagir les unes avec les autres, hein. Et donc, il y a un effet systémique, hein, par le fait qu'elles sont liées les unes aux autres, elles se déterminent, elles se renforcent mutuellement, hein. Alors, de façon négative, hein, pour ceux qui sont en situation défavorisée, et de façon positive, hein, pour ceux qui sont en situation favorisée. Ce sont des inégalités qui ont aussi un caractère cumulatif, hein, à savoir que, alors du coup j'ai un peu anticipé, hein, précédemment, euh, elles s'enchaînent, hein, et on voit bien, hein, que lorsqu'il y a difficulté d'accès à un emploi, ça a des conséquences, hein, sur l'accès au logement, mais également sur la constitution d'un patrimoine, sur l'accès à la consommation. Et donc les, les inégalités sur un aspect, hein, vont engendrer d'autres inégalités, hein, et donc
il y a bien là un cumul, hein, qui peut être, encore une fois, positif ou négatif, hein. Cumul de désavantages ou cumul d'avantages. Et puis, des, des inégalités qui ont un caractère reproductif, hein. Elles, se, elles se perpétuent dans le temps, hein, et ça, on le voit en observant les enfants des populations immigrées, à savoir que il y a, hein, malgré la demande, les, la, la mobilité structurelle et donc la demande de main-d'œuvre diplômée, hein, sur le marché de l'emploi, la montée de l'instruction, hein, de cette génération née en France, issue de parents immigrés. Malgré cela, hein, on voit qu'ils ont des difficultés supérieures pour accéder à l'emploi, en particulier pour ceux qui sont issus de pays non européens, et aussi, hein, pour ceux qui font partie de minorités visibles, hein, je reprends là le terme qu'ils prennent eux-mêmes. On peut parler d'ethnicisation, hein, de ces jeunes issus de l'immigration non européenne et des minorités visibles, qui bien souvent sont nés, ont grandi en France, hein, qui donc voilà, ont des, des, qui partagent la culture, hein, des jeunes autochtones, mais qui vont être, hein, différenciés, hiérarchisés, hein, dans les rapports sociaux ordinaires, et qui de ce fait, hein, voilà, connaissent encore, hein, des inégalités, des discriminations dans leur vie quotidienne. Et donc cela se traduit, hein, par une limitation, hein, dans l'accès aux richesses, aux ressources, au prestige, hein, comme ont pu le connaître leurs parents, hein, et même si eux ne sont plus, ne sont pas immigrés au sens propre, hein, ils subissent, hein. Alors, il faut toujours préciser, hein, euh, pour des personnes issues d'une immigration de pays peu développés, ils connaissent encore ici et maintenant des discriminations bien réelles. Alors, je vous ai remis, hein, quelques références bibliographiques. Donc, je vous avais expliqué, hein, que Frédéric Barthes, il a été très important dans la réflexion sur les relations interethniques, hein, en pointant que ce ne sont pas les groupes ethniques en eux-mêmes, hein, qu'il est important d'étudier, mais davantage comment se constituent les frontières entre eux, hein, puisque c'est ça qui finalement va définir, hein, différents groupes ethniques, avec donc une frontière interne, hein, définie par les, les personnes concernées, et puis le nous, hein, et puis une frontière externe, hein, constituée par les autres, hein, et ces deux faces de la frontière ethnique, hein, aboutissent à la constitution de groupes qui restent flexibles, hein, autant que les frontières le sont, hein, à savoir qu'il y a en permanence redéfinition de ces frontières et donc de la délimitation du groupe, d'un groupe ethnique. Ces questions-là sont discutées également par Danielle Juteau, qui est une sociologue québécoise. Voilà, là, je vous ai mis un ouvrage, hein, L'ethnicité et ses frontières. Vous trouvez aussi un article assez aisément sur Internet, hein, de la même auteure, sur ces questions. Euh, voilà, où il développe, hein, de façon tout à fait étayée et intéressante, d'un point de vue plutôt théorique, hein, ces aspects. Et puis un ouvrage de synthèse intitulé Les inégalités ethno-raciales. Donc c'est un ouvrage relativement court, hein, que vous trouvez notamment sur la bibliothèque universitaire en ligne, hein, sur le site de Rennes 2. Et vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc je vous incite à le lire, hein, il est tout à fait
facile d'accès. Alors ici, je vous ai mis quelques liens pour aller visionner des extraits d'un documentaire intitulé Ouvrir la voie, qui serait une bonne transition entre la partie que l'on vient de finir et puis la partie finale, hein. Alors c'est une femme française noire qui a réalisé ce documentaire qui donne la parole justement à des femmes afro-françaises. Euh, voilà, c'est assez intéressant. Et vous en avez pas mal d'extraits, là j'en ai mis 3, mais il y en a beaucoup d'autres sur Internet. Alors si le documentaire passe du côté de chez vous, n'hésitez pas à aller le voir. Temps. Donc je me cale sur ce que j'ai pu réaliser en présentiel. Et donc on va traiter, hein, pour terminer ce semestre, de l'analyse intersectionnelle des inégalités. Donc je vais essayer de vous expliquer, hein, ce que l'on entend par cela. Alors déjà, sachez que on a des féministes nord-américaines, euh, plutôt des femmes noires, qui ont développé, hein, une réflexion à partir des années 70, 80 sur le thème que les mouvements féministes ne les représentaient pas, et qu'en l'occurrence, hein, le féminisme blanc voilà, concernait les intérêts des femmes de la bourgeoisie blanche, hein, et ne représentait pas, ne défendait pas les femmes de couleur. Je vous ai mis deux références, hein. D'une part, Bell Hooks. Il n'y a pas d'initiale parce que c'est elle qu'il souhaite écrire ainsi son nom et son prénom, qui sont des noms, prénoms de plume, hein, me semble-t-il. Donc elle a écrit Ne suis-je pas une femme, femme noire et féminisme. Donc ça a été écrit en 1981 aux États-Unis et traduit en français en 2015. Et puis Angela Davis, dont vous connaissez sans doute au moins son nom, a écrit un ouvrage qui a été traduit sous le titre Femmes, race et classe. Donc là aussi c'était écrit aux États-Unis en 80 et cela a été traduit en 2007. Et donc ce que posent ces féministes noires, c'est l'idée que il n'y a pas d'homogénéité des femmes, qu'on ne peut pas examiner uniquement les rapports sociaux de sexe indépendamment des rapports sociaux interethniques et même au-delà des rapports sociaux de classe. Et on a donc cette idée, hein, que euh, politiquement, hein, il faut prendre en compte comment les rapports sociaux interfèrent, hein, se combinent, et donc ainsi aboutir à une critique de toutes les dominations. Euh, du côté de la France, on a à peu près à la même époque des féministes voilà, qui ont été dénommées comme radicales, qui font l'analogie entre les rapports sociaux de sexe, les rapports sociaux de classe et les rapports sociaux d'origine ethnique. Je vous ai mis une référence de Colette Guillaumin, Sexe, race et pratique de pouvoir, hein, publiée en 92, mais elle avait déjà écrit des articles, hein, dès les années 70 et 80. On pourrait citer également Christine Delphi, hein, je vous avais déjà indiqué son ouvrage L'ennemi principal, qui existe en 2 tomes. On pourrait encore en citer d'autres qui pointent toutes, hein, le fait que les rapports sociaux, hein, différencient, hiérarchisent
et constitue ainsi une hiérarchie sociale sur le critère du sexe ou du genre, sur le critère de la place dans le système économique, sur le critère de l'origine ethnique supposée. Et ces rapports de domination fonctionnent finalement de façon similaire, hein, sur ces trois entrées. Cette élaboration théorique, hein, surtout du côté des États-Unis, veut dépasser la concurrence entre mouvements féministes et mouvements antiracistes. Hein, très clairement, aux États-Unis, hein, il y avait une sorte de compétition. Hein, autrement dit, la communauté noire, hein, attendait des femmes noires qu'elles viennent militer contre le racisme. Et les femmes, hein, attendaient des femmes noires qu'elles viennent militer dans les mouvements féministes. Et on voit bien là que ça n'a pas vraiment de sens, hein, de mettre en concurrence des rapports de domination qui, dans la réalité, se cumulent. Hein. Les gens ne sont pas seulement définis par leur genre ou par leur appartenance ethnique, mais par au moins les deux à la fois, hein. Également par la place dans le système économique et qui interfère également avec cela. C'est également une élaboration théorique, donc celle des États-Unis, qui veut dépasser les divergences internes, hein, puisque on a vu des tensions surgir, hein, au sein des mouvements féministes, par exemple, hein, entre femmes blanches et femmes non blanches. Du côté des mouvements antiracistes, entre hommes noirs et femmes noires. Donc des divergences sur le fait que les intérêts des uns et des autres n'étaient pas les mêmes et qu'en conséquence, ils ne se reconnaissaient pas nécessairement dans les mots d'ordre, dans les actions qui étaient proposées et mises en œuvre. Donc l'idée, hein, de l'intersection des rapports sociaux, telle que la proposent les, les femmes américaines, hein, vise à dépasser, hein, ces deux obstacles, hein, à la lutte politique. Donc on voit que les féministes françaises sont dans une autre position, hein. Elles ne posent pas l'idée d'intersection, mais elles rapprochent néanmoins les rapports sociaux, hein, par le fait d'un fonctionnement similaire. Donc ce terme de intersectionnalité, hein, qui est la traduction de l'anglais intersectionnalité, va désigner, hein, l'intersection des discriminations de sexe, de classe sociale et d'origine ethnique. Et la première qui propose ce terme, hein, c'est une juriste états-unienne noire, Kimberly Crenshaw. Et donc, elle utilise ce terme dans un article, hein, je vous ai mis la référence en anglais. On en trouve une traduction dans les cahiers du genre en 2005, sous l'intitulé Cartographie des marges, intersectionnalité, politique de l'identité et violence contre les femmes de couleur. Donc dans cet ouvrage, hein, dans cet article, elle examine la violence que subissent les femmes, et en particulier les femmes noires aux États-Unis. Et elle essaye d'analyser, hein, ce phénomène en vue de mieux lutter contre. Et donc elle pose, hein, cette idée que les discriminations se croisent, hein, et donc il est nécessaire de les analyser comme telles et de s'y opposer comme telles, hein, dans leur croisement, et de ne pas les séparer, euh, les discriminations de sexe, les discriminations d'origine ethnique ou les discriminations de classe. Ce terme, donc, qui vient plutôt, hein, d'une mouvance militante, féministe, hein, au départ, repris, enfin voilà, par cette juriste, puis
repris ensuite par les sciences humaines et sociales de façon plus large pour étudier donc les formes de domination et de discrimination dans leur combinaison, dans leur entrecroisement. Donc c'est un terme aujourd'hui dont on pourrait dire qu'il est à la mode, il a été beaucoup repris voilà, bien au-delà des États-Unis, y compris en Europe. Alors, analyse intersectionnelle, qu'est-ce que cela signifie? Alors c'est emprunté par beaucoup de disciplines, mais aussi par la sociologie. Et donc, une analyse intersectionnelle envisage que chaque acteur social est produit dans l'articulation des différents rapports sociaux. Et autrement dit, il faut penser les acteurs sociaux dans l'entrecroisement de ces rapports. Sinon, on n'a pas un acteur social entier, mais un acteur tronqué sur une seule de ces dimensions identitaires. Vous l'avez peut-être remarqué, ces analyses intersectionnelles posent essentiellement trois rapports sociaux, à savoir le genre, l'origine ethnique et la classe sociale, et oublient généralement l'âge. Alors cela tient sans doute au fait que les trois premiers sont à la fois plus problématisés, ont été davantage travaillés, théorisés, analysés que l'âge. Et cela tient aussi que c'est des rapports sociaux qui ont été davantage politisés par des mouvements revendicatifs que les questions de rapports sociaux d'âge. Un autre aspect de l'analyse intersectionnelle est que on ne peut pas considérer que ces différents rapports sociaux s'additionnent, avec du coup voilà, les désavantages d'un rapport social qui viendrait s'ajouter aux désavantages d'un autre rapport social, etc. Ou au contraire, les avantages d'un rapport social qui s'ajouteraient aux avantages d'un autre rapport social, ou d'ailleurs des combinaisons entre des avantages liés à une situation de dominante dans l'un des rapports sociaux, mais qui seraient réduits par les désavantages liés à une position plutôt dominée dans un autre rapport social. Les choses ne se passent pas comme ça, elles se combinent en fait. Ces rapports sociaux se combinent et on n'a pas toujours les résultats que l'on imaginerait par une simple addition des rapports sociaux. Voilà, par exemple, si on regarde la situation française, on peut se demander si les femmes noires de milieu populaire, donc là, vous voyez, je prends les, les caractéristiques d'infériorisation sur les trois rapports sociaux principaux. Est-ce que ces femmes sont plus désavantagées que les hommes noirs de milieu populaire? Ce n'est pas certain et voilà, on peut même penser que c'est le contraire. Donc là, c'est un exemple pour montrer qu'on n'a pas cumul des désavantages, mais il peut y avoir des combinaisons qui produisent des effets inédits, inattendus. D'autres exemples nous sont donnés de cela dans la littérature états-unienne au travers on a beaucoup de travaux qui ont porté sur la période esclavagiste et où la situation des hommes blancs, des hommes noirs, des femmes noires, des femmes blanches ont été mis en vis-à-vis. Et ce qui apparaît, c'est que les femmes esclaves étaient finalement dans une situation moins défavorable que les hommes esclaves. Et un autre constat, alors qui n'a plus rapport là, avec cette histoire
d'addition, mais qui est intéressant. Un autre constat de ces travaux est que le, les femmes blanches ne sont pas définies dans un rapport social vis-à-vis des hommes blancs, mais davantage dans le rapport social vis-à-vis des femmes noires. Hein, donc c'est tout à fait intéressant là de- d'appréhender le fait que c'est bien dans l'interférence de ces différents rapports sociaux que l'on peut comprendre la production des, des différentes identités, des différents collectifs. Alors, dans les tentatives de mise en œuvre d'analyse intersectionnelle, on a des propositions qui viennent de deux chercheurs dénommés Candice West et Sarah Fenstermacher, qui proposent de penser les rapports sociaux comme des réalisations situées, pour reprendre leurs termes, autrement dit, des sortes de matrices dans lesquelles les catégories ethniques, de classe, de genre s'actualisent. Elles ont fait cette proposition en particulier dans un article intitulé Doing Difference, qu'on pourrait traduire, c'est pas très joli, mais par performer les différences sociales, ethniques, de genre. Et ce qu'elles expliquent dans cet article, c'est que les acteurs sociaux en permanence performent euh, les, les attendus sociaux en matière sociale. Selon votre appartenance sociale, il y a des expectations que les individus généralement essayent de remplir. Euh, de la même façon, votre catégorisation ethnique par les autres vous amène bien souvent à performer ces caractéristiques ethniques attendues. Et de la même façon, les caractéristiques de genre attendues socialement sont généralement performées par les individus. Euh, Ce faisant, elle s'inspire d'un travail antérieur qui avait été réalisé par la même Candace West et une autre chercheure dénommée Zimmerman. Une réflexion qui portait à ce moment-là uniquement sur le genre, et le texte s'appelait Doing Gender. Et dans ce texte, dont vous pouvez d'ailleurs trouver une traduction dans la revue Terrain et Travaux, dans ce texte, elles exposent cette idée que les acteurs sociaux performent le genre dans la vie ordinaire, dans leurs actions, dans leurs interactions. Autrement dit, ils vont agir en homme ou en femme selon ce que la société, leur contexte de vie attend d'eux. Le chercheur, là, pour élaborer cette proposition s'était elle-même inspirée d'un texte de Erving Goffman, dont je pense que vous avez déjà entendu parler. Erving Goffman avait publié un article intitulé Gender Display dans une revue nord-américaine, dans laquelle il posait l'idée que les humains considèrent que chacun a une nature essentielle qui peut être interprétée en lisant les signes naturels dégagés ou exprimés par eux. Et là, en l'occurrence, il s'agissait de la nature féminine ou masculine des individus. Et donc, selon Goffman, il y a cette représentation très largement partagée que naturellement, nous sommes des hommes ou des femmes. Et d'ailleurs, on en prend pour preuve des signes que l'on envisage comme naturels. Même si, on l'a vu précédemment, il y en a une grande part d'entre eux qui sont construits socialement. Et donc cette supposée nature féminine ou masculine
donc nature aux yeux des autres et pour soi-même, va définir les façons d'interagir et d'agir, autrement dit ce qu'il appelle des scénarios genrés. Et donc les acteurs sociaux se réfèrent à des scénarios d'interaction pour savoir comment se mettre en relation avec les autres, interagir avec les autres de façon respectueuse des attentes sociales. Donc vous voyez que West et Zimmerman s'appuyaient là-dessus, sur cette idée de répondre aux attendus sociaux pour développer cette première notion de doing gender, élargie ensuite par West et Fenstermacher à l'idée de doing difference. Donc au-delà des rapports sociaux de sexe, ce sont aussi les autres rapports sociaux qui sont performés, mis en œuvre par les acteurs sociaux. Alors, je ne développerai pas davantage sur les travaux intersectionnels. Vous découvrirez ça en lisant davantage. J'en viens à une conclusion qui reprend quelques idées essentielles à retenir sur cette question. D'abord, le fait que l'approche intersectionnelle s'est importée en France au milieu des années 2000, que bien souvent ce sont deux rapports sociaux qui sont croisés. Alors aux États-Unis, c'est plus souvent genre et origine ethnique. En France, c'est plus souvent genre et classe sociale. Mais on a aussi des travaux qui vont croiser les trois rapports sociaux les plus théorisés, donc genre, classe sociale et origine ethnique. Certains vont néanmoins prendre en compte aussi les rapports sociaux d'âge. On en a qui mobilisent cela. Voilà, si vous voulez voir des travaux, enfin lire plutôt des travaux que l'on peut qualifier d'intersectionnels, je vous renvoie à des travaux de Christelle Hamel, Hamel, qui là prend bien en compte l'âge, et elle a fait donc une grosse recherche sur la gestion des risques d'infection par le VIH par les jeunes. Et elle montre bien que la parenté tardive, et là également, vont peser autant les rapports sociaux de sexe que de classe sociale, que d'origine ethnique, pour voilà, s'inscrire ou pas dans cette parenté tardive. Ce sont aussi les travaux d'accès à l'emploi, et en particulier ceux du CEREQ, Centre d'études et de recherche emploi qualification, qui prennent en compte simultanément l'âge, le sexe, l'origine sociale et ethnique, parce qu'effectivement tous ces éléments interfèrent dans l'accès à l'emploi, et donc l'approche intersectionnelle paraît tout à fait appropriée. Deux, trois, voire parfois quatre rapports sociaux mobilisés dans l'analyse d'une réalité sociale, s'ajoutent parfois d'autres rapports sociaux que l'on n'a pas examinés dans ce cours, mais qui voilà, se combinent également avec les précédents. Donc il faut pas les minimiser, ils ont sans doute moins de poids que les précédents, mais ils interfèrent aussi. En particulier les rapports sociaux liés à la sexualité. Voilà, pensez au rapport entre la majorité sociologique, et numérique aussi d'ailleurs, hétérosexuelle, et les minorités sexuelles. Les rapports sociaux liés au handicap, à la situation de handicap, qui là aussi vont interférer avec les autres rapports sociaux.
Et puis les rapports sociaux liés au lieu de résidence, hein. Voilà, il y a des différenciations et des hiérarchisations des individus en fonction du lieu où ils habitent. Et là aussi, hein, cela va interférer avec les autres rapports sociaux. Mmh. Donc, on l'a dit, hein, ces différents rapports sociaux interfèrent et ils vont constituer des configurations spécifiques, hein, dans chacune des situations examinées. Autrement dit, hein, il est très difficile de les analyser, hein, de façon générale et abstraite, mais c'est bien davantage dans leur concrétisation sur des réalités sociales délimitées que l'on va pouvoir les appréhender. Euh, de par le fait, hein, que les combinaisons qui s'opèrent, hein, sont à chaque fois particulières à une situation. Hein. Donc il y a bien des configurations, hein, spécifiques qui se constituent in situ. Et ces combinaisons-là qui se réalisent ne sont pas prévisibles. Hein. Autrement dit, euh, les rapports sociaux vont effectivement produire se réaliser plutôt à travers des processus de différenciation et de hiérarchisation simultanés, hein, sur ces différents critères. Hein, un individu infériorisé dans l'un de ces rapports peut être revalorisé par une meilleure position, un meilleur statut dans un autre rapport. Hein. Je ne sais pas, penser à un individu, une, une femme, donc voilà, un individu mal classé en termes de rapports sociaux de sexe, va être revalorisé, hein, par des, une position, hein, socio-professionnelle valorisée. Bon voilà, on pourrait multiplier, hein, donc il y a des effets de compensation comme ça qui peuvent s'observer, mais aussi, hein, des retournements. Hein, donc ce ne sont pas des additions, hein, qui s'opèrent, c'est bien des combinaisons dont on n'a pas toujours voilà, dont on ne connaît pas l'issue, hein, et c'est seulement dans l'appréhension par le terrain, hein, par les enquêtes, que l'on peut le constater. Des situations parfois de retournement, hein, donc des individus qui a priori devraient être mal classés, hein, et qui voilà, finalement ne le sont pas tant qu'on pouvait le craindre. Voilà, penser, penser aux femmes non blanches, hein, elles ne, il n'y a pas addition, hein, de l'infériorisation de genre et de l'infériorisation ethnique, mais une combinaison spécifique, hein, qui les met dans une situation finalement plutôt meilleure, hein, que celle des hommes euh, non blancs, hein, on va le dire comme ça, pour faire simple, avec bon, des guillemets bien sûr. Alors, ces configurations spécifiques là vont peser sur
sur les identifications à l'œuvre, hein. Les acteurs sociaux construisent leur identité au fil de leur socialisation, hein, et continuent de l'entretenir, hein, de l'actualiser, voire la modifient, hein, dans les expériences qu'ils vivent de façon ordinaire, dans des configurations toujours particulières, hein, selon le quartier où on habite, selon euh, l'entreprise où l'on travaille. On va être confronté à des rapports sociaux, hein, qui ne sont pas identiques, hein, et à chaque fois se constituent des, des configurations particulières, hein, qui vont participer, hein, à la construction identitaire, hein, des acteurs sociaux qui, qui sont placés là dans cette réalité sociale. Je vous renvoie sur ces questions d'identification, hein, à un article de Joan Scott intitulé L'évidence de l'expérience. Au-delà, alors si ces configurations spécifiques, hein, pèsent sur les identités, clairement, hein, il y a aussi une sorte de mouvement retour, un feedback, hein, depuis les actions des acteurs, hein, les interactions des acteurs, vers les configurations, hein, propres à une réalité sociale, et puis à une échelle encore plus abstraite, hein, sur les rapports sociaux eux-mêmes. Un seul exemple, hein, pensez à comment la mobilisation féministe, hein, des années 70, accompagnée par les changements qu'ont opérés les femmes ordinaires dans l'éducation des enfants, euh, ont transformé, hein, les statuts des femmes et donc par voie de conséquence, hein, les statuts des hommes. Et donc des configurations spécifiques, hein, se sont révélées, et plus largement, hein, les rapports sociaux de sexe s'en sont trouvés modifiés. Donc ce que je vous donne là comme exemple, hein, à partir des rapports sociaux de sexe, hein, est vrai également dans l'entrecroisement de ces rapports sociaux. Et donc les, les rapports sociaux, quelle qu'en soit l'échelle, ne sont pas rigides, hein, et posés de façon éternelle, mais au contraire, hein, ils sont soumis, hein, à la poussée, j'ai envie de dire, hein, des mobilisations des acteurs sociaux, hein, des changements, hein, des façons de penser, des façons d'agir des acteurs sociaux. Et donc, la constitution de collectifs, hein, va peser, hein, sur les rapports sociaux de façon nette. C'est aussi la cristallisation d'antagonismes collectifs, hein, qui parfois participent, hein, de la transformation de ces rapports sociaux. Et puis, voilà ce que l'on nommait précédemment, hein, les phénomènes de résistance, les phénomènes de mobilisation, hein, qui vont agir sur les rapports sociaux et les modifier, hein, alors parfois peu, hein, parfois beaucoup, selon les circonstances socio-historiques. Donc en conséquence, hein, de ces éléments-là, il est clair que l'analyse intersectionnelle, hein, suppose de délimiter la réalité à étudier, hein, puisqu'il va falloir appréhender de façon très fine, hein, l'action, hein, les représentations des acteurs sociaux, et comment se produisent, hein, ces rapports sociaux dans le quotidien des interactions, en lien donc avec des processus de différenciation, de hiérarchisation, et comment ils s'opèrent, hein, au croisement des, des critères, des catégorisations, hein, de genre, de classe sociale, d'origine ethnique et d'âge. Donc voilà pour
pour ce cours, je vais vous présenter une bibliographie donc, qui concerne ici les rapports sociaux entrecroisés, donc l'approche intersectionnelle. Donc, pour ceux qui veulent creuser, je vous renvoie à un chapitre d'un ouvrage collectif intitulé Introduction aux études sur le genre. Et donc, ce chapitre s'appelle Intersection, au pluriel. Il y a également un ouvrage collectif dirigé par Elsa Dorlin intitulé Sexe, race, classe pour une épistémologie de la domination. Voilà, dans lequel également vous allez pouvoir approfondir. Et puis un article qui date de 2012, publié dans la Revue française de sciences politiques, intitulé Représenter l'intersection, les théories de l'intersectionnalité à l'épreuve des sciences sociales. Donc voilà pour ceux qui veulent creuser cette approche. Et puis je terminerai simplement cette partie-là par les éléments juridiques qui participent à la lutte contre les discriminations en France. Alors déjà, il est à mon avis important de connaître l'article 1er de la Constitution française. Je vous le lis. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Donc voilà, une affirmation forte dès le premier article de la Constitution qui pose l'égalité des citoyens, quelle que soit leur origine, leur race. Bon, le terme n'est pas très heureux. Il y a eu d'ailleurs des mobilisations pour tenter de le faire bouger, mais bon, c'est encore celui-ci qui est utilisé, et de religion. Et puis a été rajouté ultérieurement l'égalité entre femmes et hommes. Alors, autre loi plus récente, une loi de 2001 qui interdit la discrimination dans le travail en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme, ou, sauf une aptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre 4 du livre 2 du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. Donc là, pour le coup, on a une liste assez longue des sources de discrimination. Et là, donc, c'est une loi qui vise à lutter contre la discrimination dans le travail et sur lequel vous pouvez vous appuyer pour saisir la justice en cas d'expérience de discrimination. En 2004 avait été créée la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Et cette haute autorité était compétente pour se saisir donc de toutes les discriminations, qu'elles soient directes ou indirectes, prohibées par la loi, donc interdites par la loi, ou par un engagement international auquel la France est partie. Donc la France ratifie des chartes, des traités, et donc quand elle s'est engagée, il est nécessaire que ce soit respecté aussi sur le territoire national, et donc la haute autorité doit prendre en compte à la fois la loi française et aussi tous les règlements internationaux auxquels la France a souscrit. Cette haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALD s'appelait-elle, a été dissoute en 2011
et ces missions ont été transférées aux défenseurs des droits. Voilà, on s'en tient là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon travail et on se retrouvera sur un nouveau cours au second semestre.